les deux, j'étais le seul venant d'Afrique. L'autre était quand même un Français africain, en quelque sorte, qui a grandi et est né là-bas. Donc, oui, il était moi, justement. Et donc, mais je me suis bien intégré, j'ai été un élève sérieux, discipliné, le meilleur élève en philosophie. Le meilleur élève en philosophie. Oui. C'est pour cette raison que vous avez décidé de poursuivre vos études universitaires en Sciences Po. Sciences politiques, vous l'avez dit. En droit. En droit. Oui, en droit. Et sciences politiques. Oui, disons que pendant ma scolarité de droit, il y avait des branches de sciences politiques, d'histoire de l'Antiquité, d'histoire politique de la Grèce antique, Athènes, Périclès, etc. La plèbe, Platon avec le banquet républicain. Donc ça a tout à voir avec la philosophie toujours. Oui, bien sûr. Bon, c'est la politique aussi, parce que la politique a des fondements, a une histoire. Il ne faut pas l'attraper comme ça de haut. Je dis qu'il y a une genèse à cela. La politique commence déjà en Afrique, parce qu'avec le code d'Hammurabi, rappelez-vous, bien avant la Magna Carta britannique, il y avait un code constitutionnel africain, le code d'Hammurabi, qui prévoyait déjà l'organisation générale de la société. Ensuite, bien entendu, ce qui est présenté comme la plus vieille constitution du monde, à tort, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait le code d'Hammurabi, c'était la Magna Carta britannique qui mettait en place les plus grandes libertés fondamentales. Et puis, bien entendu, il y a eu après la déclaration universelle des droits de l'homme, il y a eu d'autres constitutions américaines, la déclaration de l'indépendance, et ensuite la déclaration française des droits de l'homme, et puis les premières constitutions, avec la République napoléonienne. Donc, moi je pense que le droit s'intègre tout ça. Je dis que c'est la politique. Moi j'étais très content d'avoir choisi cette voie-là. Je ne l'ai pas regretté, quoique mon ambition quand même, c'est de devenir avocat. Bon, je n'ai pas été parce que, pour des raisons familiales, pendant mon cursus à la Sorbonne, à l'Institut d'études judiciaires, parce que les élèves avocats et les élèves magistrats partageaient les mêmes salles de classe, dans une salle à la Sorbonne. Et donc, quand j'intègre cette école, eh bien, mon père décède. Et vous savez, nous, on est d'abord bantou, on est africain, donc je me devais d'assister aux obsèques de mon père. Et dès que je suis venu, il y a eu quelques soucis familiaux, disons, et ça m'a perdu énormément de temps. Et finalement, quand je rentre en France, eh bien, la scolarité est déjà largement dépassée. J'ai fait une demande spéciale au directeur de l'école de bien vouloir me réintégrer pour que je finisse le cursus. Il m'a dit c'est pas possible parce que vous avez raté les 3/4 des cours, donc ce n'est pas sérieux. Donc voilà, je suis entré dans la vie active, j'ai donc intégré d'abord les sociétés moyennes, ensuite une grande société SFR, ensuite France Télécom qui m'a recruté, et je suis parti comme ça. À quel moment vous décidez de devenir socialiste? Parce que vous avez soutenu en 2007 la candidature de Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. Oui, mais je suis un peu un homme, comment dirais-je, un peu idéaliste, on va dire profondément humaniste. Moi je crois aux valeurs humaines, parce qu'on a beau dire le monde n'est pas que matérialiste, il y a des valeurs au-delà du matériel, les valeurs tout simplement humaines, humanistes. C'est-à-dire que moi je pense que quand on parle de productivité, quand on parle de réglementation, tout ceci ne peut être incarné que par les hommes, que par la valeur homme, la valeur humaine. Si l'homme n'est pas au cœur de tout cela, eh bien la société ne sert strictement à rien. Donc tout ce que nous faisons concourt à améliorer le sort de l'homme dans la société. Donc c'est pour ça que ça a toujours été mes convictions, et ça m'a tout naturellement amené au Parti socialiste français où j'ai milité, tout en restant totalement camerounais. C'était l'une des conditions. Bon, ils m'ont accepté. D'ailleurs, j'ai commencé au lycée. J'ai continué au lycée parce qu'au lycée, j'étais déjà adolescent très engagé. Je me souviens d'un premier article que j'avais écrit sur la dot. Est-ce que la dot est nécessaire en Afrique? J'avais, je crois, 14 ou 15 ans. Et ensuite, j'ai continué au lycée à Paris. À Paris, je me suis engagé, et encore plus amplement à l'université, puisqu'en vérité, il y avait dans ma classe, pas dans ma classe, mais dans l'université, des groupuscules, on va dire, extrémistes, d'extrême droite, qui étaient, n'est-ce pas, soutenus par Jean-Marie Le Pen. Et pour cette raison que vous avez décidé de soutenir le PS? Disons que ça faisait partie des valeurs que je rejetais, que j'accepte. Mais c'est vraiment perd les élections. Elle perd les élections, et là, au second tour. Vous étiez déçu?
Ben écoutez, nous avons fait campagne. Moi j'étais à côté de Manuel Valls et de Jean-Pierre Chevènement et de Christiane Taubira, qui sont ministres après. Valls est devenu Premier ministre. C'est un ami que je salue au passage. Je sais qu'il est devenu pleinement barcelonais, mais bon, ça c'est sa petite histoire. Donc on a mené campagne avec beaucoup de foi, beaucoup de détermination pour que M. Sarkozy soit battu, naturellement. Malheureusement, c'est le jeu politique. Bon, ben, elle a perdu et puis la vie continue. Vous regagnez le SDF en quelle année? En 98. 98 en France. Oui, en France. 98 en France. Et Pas très actif. pas très. Vous n'étiez pas très actif dans le parti parce que être militant du PS, Non, SDF, si. Vous savez que le Parti socialiste, c'est, on va dire, déjà pratiquement au lycée, en tant que terminal, pratiquement. Donc en fait, j'aspirais à agir, à faire la politique au pays, mais il fallait bien que j'intègre le parti qui me tenait à cœur, un parti camerounais qui me tenait à cœur. Donc c'est pour ça que j'ai cherché tout seul le SDF à Paris. Personne ne m'a tenu la main, je ne suis pas là pour me plaindre ou pour accuser qui que ce soit. J'ai cherché tout seul avec la torche. Pourquoi le SDF? Ben parce que c'est un parti populaire à l'époque, non? Parti qui convenait à mes valeurs personnelles. Non, en vogue, ça c'est pour les enfants. Je pense que oui, parce qu'on joue. Il y en a qui choisissent l'information politique. C'est possible, mais je ne fonctionne pas sur la mode. Je fonctionne sur des convictions personnelles et profondes. Donc j'ai pensé que le SDF convenait davantage à mes aspirations politiques, en tout cas à mes valeurs politiques. C'est naturellement que j'ai choisi le SDF et j'ai cherché partout. Et je suis tombé sur un monsieur assez sympathique qui m'a intégré dans sa cellule. J'en suis devenu le secrétaire. En plus, après, j'ai changé de cellule parisienne pour Paris, dans le 8e. Et c'est là que je suis devenu président d'un parti de la cellule, des cellules d'un quartier de Paris. Et ensuite, je suis devenu secrétaire à la communication de la province France, du SDF. Et j'ai reçu beaucoup de gens à Songani, qui venaient régulièrement à Paris, le Tcherban, qui venait à Bruxelles, donc se déplacer pour aller l'accueillir avec d'autres amis de Bruxelles, n'est-ce pas, parce que c'était le chef du parti, on lui devait cet honneur-là, et tout s'est bien passé. Et puis, bien sûr, j'ai naturellement brigué la présidence du SDF France. Malheureusement, il y a eu un peu de mafia, même beaucoup de mafia, ça m'a empêché, alors que j'ai été plébiscité dans les intentions de vote. J'étais plébiscité pour remplacer, comment dirais-je, M. Djakouté. Et donc, voilà, bon, ça c'est l'histoire. Et puis, non, pas M. Djakouté, M. Pitin Bafort, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et voilà, ça s'est passé de cette manière-là. On a bricolé une espèce de consensus, là, un consensus un peu bidon, qui a fait que quelqu'un d'autre est passé à ma place. Mais la vie continue, j'ai continué à militer dans les IE pendant plus de 20 ans encore. C'est pour vous dire... Vous êtes rentré au Cameroun et vous avez essayé de devenir aussi président de cette formation politique, ça n'a pas marché. On vous a nommé comme secrétaire des droits de l'homme et des peuples. C'était le choix de Lee John Fundi. Oui, vous allez un peu vite. D'abord, en 2006, j'étais candidat à la présidence du SDF. J'ai mené une campagne. J'ai commis un petit livre environ de 80 pages, je crois. Une nation, un rêve, n'est-ce pas, où je faisais ma proposition pour la réforme du SDF. Et puis, je suis arrivé à Bamenda, pour le congrès de 2006. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, il y avait une chaîne concurrente qui venait couvrir l'événement. Et ça s'est passé pas très bien, puisque finalement, le chairman a été, on va dire, déclaré vainqueur. À raison, parce qu'évidemment, il était le patron. Donc, je déclaré vainqueur, comme si c'était de la mafia, comme ça s'est passé en France. Je dis à raison. Okay. À raison. Je n'ai pas dit que c'était frauduleusement, bien entendu. Il avait la stature, n'est-ce pas? Et puis, il avait Litouf, c'est le premier président du SDF, il l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ça s'est passé. J'étais un peu frustré parce que les méthodes comment dirais-je... Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que le SDF devait devenir un parti élitiste? Non, parce que, bon, ça c'est après, mais je dis que sur le coup,
mon dossier a été un peu maltraité parce qu'en vérité, ce qu'il y avait en arrière-pensée, c'était que le chairman ne devait pas subir un effritement de voix. Il était le président tout-puissant. Il n'était pas question qu'un militant, surtout venant de France, vienne lui damer, pas lui damer le pion, mais bien lui faire concurrence, quelque sorte. Pourtant, je voulais montrer la vigueur, parce qu'on dit Social Democratic Front. La lettre D a un sens très profond. Vous voulez montrer la vigueur et vous avez eu l'impression comme si c'était tout fait, la dictature. J'ai l'impression qu'il y avait un étouffement. C'était la dictature. Concernant, et puis malheureusement, j'ai subi d'autres exactions aussi. Pourquoi à cette époque-là vous ne partiez pas des SDF? Vous choisissez 2018. Non, parce qu'on ne part pas d'un parti comme ça, il faut qu'il y ait des vrais clivages idéologiques. Hein. Et puis voilà que... Expliquez aux téléspectateurs pourquoi vous êtes parti donc en 2018. Mais parce que le SDF commençait à décliner sérieusement. Le résultat a parlé contre le SDF. J'ai attiré l'attention de mes camarades à cette époque-là. Et j'avais surtout remarqué que pendant les réunions du NEC, parce que je suis resté quand même 11 ans au NEC, c'est quand même pas rien, et j'avais remarqué l'absence récurrente des présidents régionaux de l'Est, de l'extrême nord, de la Damawa et du Nord. Alors j'ai attiré l'attention du chairman là-dessus. Bon, il n'a pas tellement pris ça en considération, mais pour moi, c'est un signal assez négatif. Ça veut dire que dans la grande partie, le grand septentrion, il y avait une certaine démotivation peut-être, parce qu'il n'est pas normal que sur plusieurs réunions, les présidents qui sont censés nous représenter là-bas ne soient pas présents, alors qu'il était avant de manière régulière. Donc c'était là pour moi un angle d'analyse qui m'a amené à conclure que le SDF était en train de devenir un parti régional. Et malheureusement, la guerre est venue en 2017, 2016, et voilà que le bastion du SDF qui était constitué des deux... Pourquoi vous êtes parti donc de ce parti? Mais c'est pour ça ne sont pas valables, parce que si vous avez été frustré autant de fois dans ce parti, en 2018, vous dites c'est parce que les présidents régionaux ne venaient pas aux réunions de NEC. Vous m'interrompez quand je suis en train de vous expliquer. Et si vous m'écoutez religieusement, je vous en qu'effectivement, avec ce constat que j'ai fait, effectivement, le SDF s'est recroquevillé sur le bastion de Dozo, son bastion électoral, et puis finalement, le parti a pris l'eau de toutes parts. Et finalement, c'était un parti qui n'avait plus d'ambition nationale. Et je dis non, c'est pas pour ça que j'ai adhéré au SDF. C'est un parti qui a une vocation nationale, qui doit être implanté nationalement. Le grand nom, ça compte. Mais avant la guerre, il y a eu ce problème d'absence de ce président. Mais justement, c'était sur une période assez récurrente, ce que je suis en train de vous expliquer. Et donc là, la guerre pour dire ok, mais comment ça profiter de la guerre? Non. La situation, comme vous dites, c'est avec le parti, comme si la guerre était dans leur bastion. Non, pas du tout, puisque de toute façon, en 2018, vous vous rappelez que avant l'élection présidentielle, il y avait quand même on va dire, une très très mauvaise campagne de la part du candidat du SDF aussi, parce que bien sûr il était désigné de manière tout à fait régulière et transparente. Pourquoi vous ne voulez pas prononcer son nom, Joshua aussi? Oui, mais en plus c'est un ami, non? Pourquoi? Il n'y a pas de problème particulier. Il ne veut pas croire que si on ne prononce pas le nom, ça veut dire qu'on a le problème. Non, c'est un ami, j'assume cette amitié en disant qu'il a été élu au congrès extraordinaire. Il a battu le professeur Calais, il a battu le professeur Forbi Chinda, le docteur Chinda, à la régulière, dont il était le candidat légitime du SDF, ça c'est un fait. Maintenant, sa campagne n'a pas été une campagne extrêmement brillante, si j'ose dire. Et vous étiez membre de ce parti? Pourquoi analysez-vous ce qui s'est passé lors de la campagne, alors qu'on parle de l'élection pour lesquelles vous êtes parti du parti?
Pourquoi l'après vous intéresse tellement? Non. Où on parlait des raisons pour lesquelles je suis parti du SDF. Oui, mais est-ce que ça fait partie de la campagne électorale? Alors vous n'étiez pas membre de ce parti? Je quitte le SDF en juillet 2018. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc la campagne ou la pré-campagne avait déjà démarré. Il ne faut pas me dire que c'est après les élections. Non, j'y étais encore, puisque j'ai même pris part aux élections au congrès de Bamenda en 2018, n'est-ce pas? Parce que je pars quelques mois plus tard. Et la campagne, la pré-campagne était déjà lancée. Quand même, il faut vous rappeler. Et puis ensuite, quand j'arrive au MRC, j'embraye avec le candidat de mon parti, qui à l'époque était le MRC, mais j'ai bien vécu la pré-campagne au SDF, la pré-campagne présidentielle. N'est-ce pas? Vous dites que vous n'êtes pas là pour suivre la mode. Vous êtes entré dans le SDF en 98. Oui. C'est bien cela. Et en 2018, vous entrez dans le MRC. Oui. Pourquoi pas une autre formation politique? Mais pourquoi pas le MRC? Pourquoi pas une autre formation politique? Parce que cette année, le SDF était le leader. Oui, et en 2018, et tout le monde parlait du MRC, MRC. Il y avait une communication avec toutes les formations politiques. Je vous ai parlé du déclin. Du déclin progressif du SDF et donc le déclin d'abord idéologique, parce qu'en vérité on était plus en phase sur le plan idéologique, parce qu'en vérité on est un parti socialiste, les valeurs doivent demeurer socialistes, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de laisser-aller de la part de beaucoup de camarades. Donc là c'était pas de bon augure. Moi, j'avais fait déjà mon analyse. Ceux qui me regardent aujourd'hui savent très bien qu'en 2015, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme sur les pratiques, sur les dérives qui avaient lieu au sein du parti. J'avais prédit que le SDF ne fera pas plus de 3 ans avant de décliner. Et ça n'a pas tardé, effectivement. Et en 2018, vous avez... Le naufrage a été en 2018, parce qu'en vérité, le SDF a eu le plus mauvais score de son histoire dans une élection présidentielle. Simplement parce qu'on ne vous a pas écouté. C'est probable, mais en tout cas, j'ai dit ce que je pensais, et si on m'avait écouté, je crois qu'on aurait quand même remobilisé, remotivé les troupes. Et là, vous décidez d'aller au MSC, pourquoi? Mais pour ces raisons-là, c'est-à-dire que, d'abord, je crois que si le SDF allait mieux, n'est-ce pas, je ne serais pas parti du SDF. Et deuxièmement, il fallait donc choisir notre parti, n'est-ce pas, en dehors du SDF. J'ai pensé que le MRC incarnait un petit peu le nouvel SDF, quelque part. Et donc le choix était très rapide. Il ne fallait pas choisir par le RDPC pour les raisons évidentes. En dehors du RDPC, vous avez peut-être l'UPC qui est éclaté en 1000 morceaux. Le PCRN n'était pas encore là, mais même s'il était là, je ne pense pas que j'aurais adhéré au PCRN. Il y avait l'UNDP, ils sont tous au gouvernement. Parce que quoi, c'est le choix parti, le PCRN? Aujourd'hui, c'est un parti, quand on parle de l'opposition, il compte, puisqu'ils ont quand même... en tant que parti d'opposition, le plus gros effectif d'élus. Ils ont 8 mairies, si j'ai bonne mémoire, et 5 sièges à l'Assemblée nationale. Donc ça fait d'eux le premier parti de l'opposition, puisque l'UNDP ne compte pas, ils sont au gouvernement. Donc voilà, aujourd'hui, si on parle du PCRN, il faut en parler avec du respect, parce que c'est un parti sous la houlette de M. Kamalibi qui a fait des exercices, des scores très honorables pour la brièveté de son parcours politique. Je crois qu'il faut reconnaître que les résultats étaient au-dessus de ce qui était escompté, en tout cas de mon point de vue, parce qu'en vérité, je crois que le PCRN a été repris par Cabral Libi en 2019, me semble-t-il, et puis en moins de 9 mois, ils ont fait un score, ils ont fait d'un coup d'essai un coup de maître. Donc, je dis bravo, mais moi j'arrive avec mon futur parti, parce que mon parti sera mis en place. Est-ce que c'est quelqu'un de frustré? Il est frustré? Non, moi je ne fonctionne pas dans vous partez du SDF parce qu'on ne vous écoutait pas, au MSC peut-être pratiquement les mêmes raisons. Ça ne s'appelle pas la frustration, ça s'appelle le constat d'une absence d'efficacité. Si vous partez à une destination, vous avez un véhicule qui fonctionne très mal ou en très mauvais état, vous devez être réaliste. Et si vous avez un timing pour la destination, il faut changer de véhicule. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on appelle le respect de la discipline du parti chez vous? Le respect de la discipline du parti ne peut pas écraser la liberté de conscience, qui est au-dessus de toutes les règles. La première règle, c'est votre conscience. Parce que votre conscience est Dieu en vous. Je suis un croyant profond, je crois en Dieu.
et je dis ce que ma conscience me demande de dire, même s'il y a des règles sociales. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ma conscience est au-dessus de toutes les règles sociales. Est-ce que votre conscience vous demande d'aller critiquer votre parti à Mondovision? Au lieu de parler à l'interne alors que vous êtes cadre? Mais écoutez, quand vous parlez d'interne, il faut quand même connaître la machine du MRC. Le MRC a... Mais je parle du SDF et maintenant le MRC, parce que c'est exactement la même chose que vous avez fait dans le SDF. Non, c'est pas exactement la même chose. Ça, c'est tout à fait différent. Quand je quitte le SDF, en 2018, je vous ai égrené les raisons pour lesquelles j'ai quitté le SDF, parce qu'il y avait un problème d'arrimage idéologique. Au MRC, je me suis rendu compte que les réunions, pourtant prévues par les statuts, étaient rarissimes. En 2 ans et demi, où j'ai où je me suis retrouvé au MRC, ben, j'ai participé à 3 réunions. C'est pas énorme. Or, c'est justement à l'occasion de ces réunions-là qu'on peut exprimer éventuellement ces contestations ou ces griefs. Quand il y a si peu de réunions, quand il y a des réunions aussi rarissimes, évidemment, vous avez d'autres choix que de vous exprimer sur la place publique. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir, parce qu'en vérité, vous savez, les réunions de famille en général ont souvent tendance à couvrir la délinquance de la famille. Il faut parfois porter le choc en public, pour que la personne qui a commis des erreurs graves se sente même choquée et puis ne recommence plus. Donc c'est une thérapie que j'ai choisie, je l'assume, il fallait que je le dise publiquement, je l'ai dit, je continue à penser que le boycott était une stupidité, c'est une erreur historique, et la moindre des choses c'est que quand il y a une erreur, qu'on ait l'humilité, n'est-ce pas, de reconnaître ses erreurs, et qu'on ait l'intelligence de tirer des leçons de ces erreurs. On est pour qui? Ben, on est pour celui qui a décidé de manière unilatérale. Ne focalisons pas sur les personnes. Mais une personne, vous parlez d'une personne. Ça paraît très important pour vous. Ce qui est sûr, c'est que... Non, c'est la question qui pose. La question, je vous réponds. C'est-à-dire que peu importe la personne, mais quand on ne prend pas une décision d'aussi grande envergure, sans consulter son entourage immédiat. J'ai la prétention de penser que j'étais un membre assez productif du directoire, en tout cas assez engagé. Sur ce même plateau, vous avez dit que vous êtes Ronaldo et tout, et que quand vous arrivez dans une équipe, vous devez avoir une place de choix. Non, je n'ai pas dit Ronaldo. Je pense que j'ai quand même un background. Vous êtes parti de quelque part. Et j'ai un background militant. Je ne date pas de la dernière pluie. Donc je ne vais pas venir remercier pour chauffer les bancs, entre guillemets. Je veux dire que je milite dans la sphère politique camerounaise depuis beaucoup d'années. Et donc, j'ai quand même de l'expérience à faire valoir. Et donc, il fallait que je mette ça à profit de mon nouveau parti. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et la campagne électorale en 2018 a été bien menée pour vous dans le MSC? C'était une excellente campagne. Excellente campagne. Est-ce que vous avez gagné les élections? Il faut redonner à César ce qui appartient à César. Est-ce que vous avez gagné les élections en 2018? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise campagne. Est-ce que vous avez gagné ces élections? C'est la réponse. Vous avez gagné ces présidentielles? Oui. Ah oui, vous voulez dire? Bon, évidemment. Vous les revendiquez? Alors, aujourd'hui, il y a un président de la République qui s'appelle M. Paul Biya. Il a tout dit. Évidemment, on a contesté les élections parce que nous avions l'impression de nous avoir fait voler, n'est-ce pas, à la victoire. Tout au moins, c'est la position centrale du candidat Maurice Kamto. Et vous avez soutenu? Mais bien sûr, vous avez marché en janvier 2019. Bien entendu, j'ai marché, évidemment, ça ne se cache pas, ça c'est sûr, il n'y a aucune contradiction. J'étais militant, je devais faire ce à quoi je croyais. J'étais dans la... Est-ce que le parti ne s'est trompé pas hier en 2018 en revendiquant ses victoires avec les contestations? On a le droit de revendiquer victoire, mais on n'a pas le droit... On a le droit de revendiquer, mais on n'a pas le droit d'appeler au renversement des institutions. Je dis que dans tout... Ce que vous avez fait en janvier, c'était quoi? Janvier, c'est une marche. Et vous considérez ça comme quoi? Une marche prévue par la Constitution, tout simplement. C'est pas un appel à renverser. C'est passé en 2000, le 22 septembre de l'année dernière. Vous vous souvenez que j'étais opposé à ces marches qui étaient dans une impréparation totale et surtout qu'elle était, comment dirais-je, consécutive à un appel... à renverser le président Paul Biya. J'estime que, quelle que soit la contestation,
on ne doit pas exciter le peuple, si j'ose dire, à renverser une institution. Parce que vous n'êtes pas en contradiction là, ça veut dire en gros, vous marchez pour renverser le président populaire. C'était pourquoi? Pour manifester. Et le résultat c'était quoi? Le résultat c'est une marche, ça sert à quoi? Non, vous répondez à la question. C'est un droit constitutionnel garanti par la Constitution. Et le 22, c'était pas bon. Le 22, elle était consécutive à un appel à l'insurrection, si j'ose dire. Parce que, rappelez-vous, le discours, les vidéos sont là, de M. Camteau, qui dit que, si M. Biya s'amuse à convoquer le corps électoral concernant les élections régionales, eh bien, il va demander au peuple de prendre son destin en main et de faire partir le président Biya. C'est ce qu'il a dit. Mais vous avez dit que vous n'êtes pas l'incomparable. Vous avez dit que vous n'êtes pas un homme frustré. Je ne le serai jamais. Et est-ce que le fait que le MS n'est pas allé aux élections en février, législatives et municipales, vous ont pas vraiment touché? Parce qu'on a vu les artistes qui voulaient aller aux élections, qui étaient prêts à aller aux élections. Un militant normal doit avoir de l'ambition. Ça me semble évident. Un militant qui n'a pas d'ambition m'inquiète. Je suis désolé de le dire. Parce que vous militez pourquoi finalement? Parce que vous aspirez à changer la vie de vos quartiers, de vos communes, de votre pays. Et pour changer la vie de si votre parti décide de ne pas aller aux élections, donc pour changer la vie de votre quartier, de votre commune, de votre pays, vous devez avoir un programme politique en vue de le soumettre aux électeurs. Au moment venu, les électeurs auront le droit ou pas de vous accorder leur suffrage en fonction des valeurs que vous leur aurez présentées. Maintenant, si vous choisissez la voie des urnes, comme l'a fait toujours le MRC, et que vous choisissez librement de ne pas y aller, d'ailleurs même c'est pas obligatoire, je ne vois pas la cohérence, parce qu'en vérité, pour avoir le pouvoir, il faut aller aux élections dans un pays républicain, dans un État républicain. Il faut aller aux élections. Maintenant, monsieur Célestin Djamena, à l'époque où vous appartenez, vous étiez cadre à déjà boycotter les élections. Et là, il ne fait pas partie de ce parti. Et justement, le SDF a boycotté et il a fait amende honorable. Il a regretté. Et c'est ce que je suis en train de dire. Quand on veut prendre une décision importante, que ce soit pour le compte d'un pays ou d'un parti politique, on doit quand même revoir un peu dans le rétroviseur s'il y a un précédent politique. Or, dans le cas d'espèce, il y avait justement un précédent politique. Par exemple, le SDF, vous l'avez rappelé, a boycotté en 92 et en 97. Donc, quelle a été la suite? Rien du tout. Et en 99, j'y étais déjà, le SDF a pris la résolution que good laws or bad laws, we shall go to election. By any ways necessary. We shall go to election. Ça veut dire qu'on regrette des boycotts. Donc sur cette base-là, ceux qui sont venus après, comme le MRC, qui est un jeune parti, qui est né en 2012, devraient quand même y réfléchir. Pourquoi commettez-vous les mêmes erreurs? Nous sommes au Cameroun et nous ne sommes pas au Tchad ou au Luxembourg. Quand vous voulez prendre une décision dans le cas de ce pays, étudiez la psychologie et les conditions dans lesquelles les mêmes cas se sont avérés dans ce même pays. Donc ça veut donc dire qu'on a manqué un peu de tact et d'intelligence. On aurait dû savoir qu'il y a eu des boycotts qui ont fait flop dans ce pays et ne pas y aller comme ça, comme des moutons suivistes. Donc c'est pour cela que vos anciens camarades sont comportés comme des moutons. Ne jouez pas sur les mots. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir. En politique, avant de poser un acte, il faut réfléchir, il faut mettre en place une stratégie. Alors, quand on pose un acte, on envisage la suite. Aujourd'hui, quelle est la suite? Quel est le plan B qui avait été prévu en décidant de ne pas y aller? Imaginez-vous qu'en 2025, au municipal ou législatif, le MRC veuille aller. Vous voyez un petit peu la bévue, l'incohérence. L'incohérence. Vous voulez donc aller maintenant? Surtout qu'il y avait deux conditions, rappelez-vous. Ça dit qu'il fallait que la guerre cesse dans nos eaux, il fallait que le code électoral soit rénové. Alors s'il y a une égalité pour... moi, j'ai commencé le combat pour la rénovation du code électoral depuis très longtemps. Il y a eu un problème. Vous êtes allé aux élections en 2018. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit après les élections? Il n'y a pas eu une réunion avec les cadres de MSC, juste après la réunion, avant l'organisation de match blanche? Il y a eu une réunion bien après, mais je veux dire que la question n'est pas là. C'est-à-dire que quand on a perdu une bataille... C'est de savoir ce que vous vous êtes dit dans cette réunion. Est-ce que vous n'étiez pas d'accord qu'il faut tout changer avant d'aller aux élections? Je pense que je n'ai pas, comment dirais-je,
l'habitude de ne pas, n'est-ce pas, détailler tout ce qui se dit dans une réunion. Il faut quand même respecter, même si je ne suis plus membre de ce parti, j'ai le devoir de respecter un petit peu les propos tenus dans le cadre intime, si j'ose dire, d'un parti politique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu, bien entendu, une réunion après la campagne électorale où il a été décidé beaucoup de choses. Je ne vais pas ici révéler, n'est-ce pas, toutes les propos qui ont été dites, qui ont été dits. Cependant, ce que je retiens, c'est que finalement, on n'a pas trouvé la bonne pioche, n'est-ce pas, pour la suite. Qu'est-ce que j'appelle la bonne pioche? C'est-à-dire que quand vous avez un adversaire en face de vous et qu'il est bon sur les côtés, il faut passer dans l'axe. S'il est bon dans l'axe, vous passez sur les côtés. Donc, et s'il est bon partout, s'il est côté et dans non, il ne peut pas être bon partout, c'est pas possible. Donc, en tout cas, s'il a les bons pions, oui, les bons pions. Vous pouvez aussi en créer des bons pions. C'est pas interdit non plus. Donc, il faut faire usage de sa matière grise. Donc, il faut mettre en place des bonnes stratégies. L'adversaire, ça s'étudie. Il faut l'analyser, l'adversaire, voir comment il fonctionne. Et c'est comme ça qu'on aura un petit peu de la crédibilité. Que d'y aller depuis 30 ans qu'il y a l'opposition, qu'on va dans l'opposition au Cameroun. Quel est le bilan? Est-ce qu'on a même fait un bilan d'abord? Est-ce qu'on a fait un bilan? Mais ça, c'est pas parce que vous étiez très sûr d'être élu que ça vous a touché personnellement, parce que vous avez dit que vous étiez à Yaoundé pour arriver à Douala et vous avez appris à travers les médias que le MSC boycottait les élections en 2020. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens me rejoignent parce qu'ils sont maintenant convaincus de la justesse de mon analyse, parce qu'on ne peut pas avoir été convoqué par le président de ce parti pour investir des camarades, et puis que le dernier jour, donc le jour de la clôture des listes, on décide de ne pas y aller. Comment on fait un discours sur l'investiture, disons que cette fois-ci c'est la meilleure, c'est la bonne, on va les écraser, et puis que le dernier jour, où les gens vont payer leur caution pour compléter leur dossier, pour achever leur dossier, et vous leur dites que vous n'irez pas aux élections. C'est incompréhensible, d'autant plus que le MRC était dans une phase de popularité et de légitimité extrêmement importante, et donc on comprend très mal pourquoi on décide de ne pas y aller. Ça pose un problème de logique. Est-ce qu'il y a eu l'argent qui a été pris? Est-ce qu'il y a eu un problème de déséquilibre personnel? Je n'en sais trop rien. Toujours soupçonné certains militants d'avoir pris de l'argent au gouvernement? Non, c'est pas les militants qui ont annoncé le boycott. Certains. Quand je dis, même le président est militant. Bon, alors pareil dans le président. Dans ce cas-là, je peux vous comprendre. Mais beaucoup de militants ont été victimes. Et surtout le parti est victime. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain que le MRC puisse se relever. Mais on dit que vous avez aussi pris 50 millions pour détruire le MRC. Alors maintenant, vous jouez sur les 11? Non, je sais oui, mais vous dites que vous étiez dans 11. Certains médias ont rapporté que, même en ligne, que vous avez pris de l'argent. Aussi. C'est quel média? Il dit la presse en ligne. Non, moi j'ai vu un monsieur, un déséquilibré mental, qui a dit que M. Biya avait sorti 500 millions pour corrompre l'opposition. Il a aussi dit que c'est lui qui a fait libérer M. Kamto. Il a aussi dit que c'est vrai que j'ai pris 50 millions. Il a cité d'autres personnes aussi. Et ce monsieur, me semble-t-il, a été radié à vie de la presse. Comprenez que c'est pas quelqu'un si on est vraiment un homme équilibré, on ne peut pas le suivre. Comprenez? Donc ça ne sert à rien. Je crois que Polémico, c'est une émission extrêmement importante. Il faut garder une certaine hauteur. Et je ne crois pas que cet individu mérite qu'on commente ses propos un petit peu abjects. Qui vous avez invité le 13 octobre dernier du côté du port autonome de Douala, quand le port autonome mettait à l'eau certains matériels nautiques, en présence du Premier ministre? Quelqu'un m'a invité? Je veux savoir si c'est pas vos amis. Mais ayez le courage de dire ce que vous avez appris, vous les journalistes. Dites-moi, c'était pas le RDPC? La RDPC n'est pas propriétaire du port. Je parle bien du port du Cameroun. Certaines personnes sont militants. Et alors, le fait d'être militant ne nous empêche pas d'être Camerounais. On vous a vu? Je ne suis pas invisible non plus. Donc, je suis parti parce qu'il y a une invitation pour le port du Cameroun et pas pour le port du RDPC. Il y a quand même une différence, n'est-ce pas? Tout ce qui est Cameroun, je suis présent. Je réponds présent. Les engins nautiques qui ont été achetés, ce sont les engins nautiques du port autonome de Douala. C'est une fierté nationale. Et chaque fois qu'il y a une question de vert ou jaune, je réponds présent. Je ne recule pas. Au contraire, je pense qu'on peut être emmené à ne pas être d'accord avec un gouvernement, avec des actes d'une administration quelconque,
mais le Cameroun reste le Cameroun. C'est-à-dire que nous avons un pays, le berceau de nos ancêtres, où les gens, où nos papas, nos mamans sont enterrés. Et notre amour pour la patrie et pour la République ne dépend pas d'un gouvernement. C'est l'image du Cameroun qui est en jeu, c'est l'image de la République qui est en jeu. Et quand ça se passe comme ça, on doit toujours répondre présent. Vous pensez qu'aujourd'hui, si par exemple on est attaqué par le Nigeria ou le Tchad, et qu'on vous dit prenez les armes pour défendre votre pays, vous allez reculer. Moi je prends les armes et je défends mon pays, quel que soit le parti où je suis, peu importe. Il s'agit de l'honneur du Cameroun. Et on ne badine pas avec l'honneur d'un pays. En tout cas, le mien, j'en ai pas deux, j'en ai qu'un seul. Peut-être que beaucoup ont 3, 4, 5 passeports, je n'en sais rien. Moi, j'ai le passeport de lait, et moi, je suis fier de ça. C'est une fierté d'être Camerounais. Et donc, quand mon pays est attaqué, ou quand mon pays est mis à l'honneur, je suis ravi. Quand il est attaqué, je le défends. Et quel que soit... Vous avez été invité par le port autonome de Douala, pour cet événement. Ben, vous l'avez dit. Ok, c'est bonne information. Écoutez, vous venez de le dire, donc je vous suis. Quel est votre rapport aujourd'hui avec Lotin Samer et Maître Emmanuel Sims? Lotin Samer? Oui. Il était militant du SDF à la mairie de Douala Premier. Il est décédé, monsieur. Oui, mais quel était votre rapport? De très bon rapport, c'est un ami. Je lui rends encore hommage parce que c'est un ami vraiment sincère, pour lequel j'avais beaucoup d'estime et de respect. Il est parti quand j'étais en prison. J'ai appris son décès de là où j'étais. Et quand je suis rentré, je suis allé dire un bonjour à sa veuve, et puis qui était en pleurs toujours. Et voilà, je dis que c'est la vie. Il y a des gens qui nous précèdent dans l'au-delà, et puis nous, certainement demain, on suivra aussi le même chemin. Mais c'était un gars d'une grande loyauté, une grande amitié, et qui avait un cœur vraiment plein de... Maître Emmanuel Sim. C'est un ami du lycée. On a été au lycée ensemble, et donc on s'est retrouvés en politique. Il a été militant du SDF comme moi, ce que beaucoup de gens oublient. Et puis j'ai retrouvé le même compagnon de route au MRC. Lui, il y a encore, moi j'en suis parti. Mais nos chemins se décroisent ou se croisent, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que l'amitié n'a rien à voir avec les relations, avec les questions politiques. C'est un ami. Donc voilà, quel que soit l'endroit où il se trouve, je continue d'être son ami et vice-versa. C'est le Saint-Germain quand vous avez vu les fêtes récemment, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Quand vous avez vu le 13 octobre dernier, on s'est dit que beaucoup de bookmakers se sont dit, attends, peut-être qu'ils se rapprochent petit à petit du RDPC, mais c'est pas. On a appris après que vous étiez en train de vouloir créer votre formation. Oui, les gens pensent toujours qu'ils ont la bonne analyse, qu'ils sont des as. Il n'y a pas tellement de partis politiques au Cameroun. Pourquoi chercher à créer un autre parti politique? Pourquoi pas rejoindre l'autre parti? Quand vous dites parti politique, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Ce n'est pas le nombre qui fait que, oui, il y a 309 partis, mais en vérité... Ça ne vous gêne pas? 309 partis? Non, parce que ces partis ne comptent pas. Il y a peut-être que 3-4 partis qui comptent au Cameroun. Donc les 294 autres ne sont que là que pour... c'est du pipi de chat, si j'ose dire. Donc ça ne sert strictement à rien. Et vous pensez que votre formation politique, ça ne va pas le pipi de chat aussi? Je pense que ma formation politique sera la première formation de l'opposition, au moins en 2025. Et je ne serai pas un parti... Quels sont les éléments à votre disposition pour dire soyez patient. J'espère que Dieu vous prêtera longue vie, à moi aussi, et vous verrez. Je n'ai pas l'intention de parler en l'air. Il faut bien sûr travailler. La seule magie, c'est le travail. Donc on a 4 ans pour relever ce défi. En 2025, nous serons le premier parti de l'opposition au minimum dans ce pays. Est-ce que le risque pourquoi de vous voilà de faire de votre parti politique? Parce qu'on peut se révéler. Tous les fantasmes sont permis. Donc pour moi, ce genre de Congo-ça, je ne peux pas... C'est une question, c'est pas le Congo-ça. Oui, une question Congo-ça, si vous voulez. Et donc, on a vu d'autres personnes qui ont quitté. Je ne suis pas d'autres personnes. Je suis sur le Saint-Germain, c'est différent. Donc respecter quand même ma particularité. En tout cas, je pense que mon parti sera le premier, 2025. Nous serons, en termes d'effectifs d'élus, les premiers à l'Assemblée nationale. Nous serons, en termes de mairie conquise, les premiers en 2025.
Donc c'est quand même très différent de ces partis zozo qui se créent à tout bout de champ. Non, nous serons un parti sérieux, nous allons conquérir des voix, nous serons... C'est pas géré de votre part d'insulter les autres formations politiques, parti zozo, c'est pas l'excès des ailes de votre part. Certains qui sont créés depuis 30 ans n'ont jamais pris part aux élections, donc je suis même un peu gentil, parce qu'en vérité, quand on crée un parti, c'est d'abord pour aller aux élections, quand même, c'est pour avoir les militants. Hein. Donc quand vous créez un parti, vous allez déranger le MINAT, ou je sais pas moi, ou déposer dossier pour ne jamais aller aux élections, j'appelle ça des partis zozo. Excusez-moi du peu. Moi je ne ferai pas ça. Je crée un parti parce que je crois que nous aurons à apporter quelque chose dans la politique camerounaise et que nous serons aux premières loges des partis politiques. Ça a déjà un nom? Oui, mais je ne le dirai pas encore. Ça a déjà un nom, vous étiez aussi dans le Grand Nord. Ça s'est très bien passé. Vous avez vu les images, peut-être, je ne sais pas. Oui. Et ça s'est très bien passé. J'y étais à l'invitation des jeunes de la Damawa qui m'ont invité, qui ont insisté. Ce que je viens les écouter, que je viens leur dire un mot. Ça s'est fait juste après ma conférence de presse que j'ai tenue à Bissenguer. Et donc ça s'est très bien passé. L'accueil était extrêmement chaleureux, extrêmement positif. Je crois savoir que le message est bien passé. J'ai parlé surtout de la République, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un éloignement des valeurs républicaines. Aujourd'hui, j'ai vu dans certains partis que des gens adoraient leur parti plus que leur pays. Non, le parti n'est qu'un véhicule. C'est un véhicule pour atteindre le port, pour améliorer le port, pour désengorger le port qui est le Cameroun. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Mais la loi nous oblige à passer par des partis politiques pour prendre part aux élections. C'est ça un parti politique. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Je dis que ce qui nous intéresse, c'est améliorer avec nos contributions, nos propositions, nos projets de société, la vie des citoyens camerounais. Quelle est la garantie que vous avez qu'on va légaliser votre formation politique? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de le faire, ça n'a pas marché pour... Il est clair que la décision de légaliser ou pas est une décision d'abord politique. Ouais. Le ministre n'a pas motivé. Donc pour des raisons qui sont non objectives, il peut très bien décider de ne pas le faire. Mais de toute façon, moi... S'il ne le fait pas, vous allez faire comment? Je ne suis pas dans le s'il ne le fait pas. Je suis avec obligé d'aller dans d'autres formations politiques. Optimiste. Je ne veux pas rentrer dans aucune espèce de négativité. Mon parti a toutes les chances naturellement d'être légalisé puisque mon dossier est complet, mon dossier est bon et donc j'ai respecté les procédures légales prévues à cet effet. Donc évidemment il y a toujours l'exception de la décision politique, ça c'est vrai aussi. Bon, maintenant ça ne relève pas de ma compétence, ça c'est le ministre qui en décidera. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de partis ont été légalisés avant moi. Il n'y a pas de raison spéciale pour que celui de N'Djamena ne soit pas légalisé. Donc, en tout cas, je mets la pression sur personne. Moi, je pense que le MINAT fait son travail, tout son travail, et rien que son travail. J'ai le plus grand respect pour ce ministère. C'est un ministère, on va dire, régalien au Cameroun, d'ailleurs dans plusieurs pays du monde. Je pense qu'il faut respecter les institutions. Hein. Nous avons suivi la procédure qui était prévu, et j'ai déposé mes documents des statuts, les règlements intérieurs, la demande de déclaration sur l'honneur, les secrétariats judiciaires, etc., etc. Donc le MINAT fait bien son travail. Je dis c'est un ministère régalien. Je ne porte pas un jugement politique, c'est différent. C'est le ministère régalien. Si quelqu'un, militant de votre formation politique se comporte comme vous, vous étiez dans le SDF, vous critiquez le SDF à Mondovision, dans le MS c'est exactement la même chose. Est-ce que vous ne serez pas obligé de sanctionner ces militants, ces camarades? Mais écoutez, il ne faut pas confondre le droit de porter un avis sur une question et le droit de créer le bordel dans son parti. Je pense qu'il faut respecter les militants qui contribuent de par leurs idées à l'évolution du parti. Porter une critique, ce n'est pas une activité anti-parti. Si par exemple, Clétous, votre fils demain, votre fille, vous dit papa, ce que vous avez fait là, je n'aurais pas fait comme vous n'allez pas la foutre à la porte. Vous êtes un papa responsable. Vous allez appeler votre fille, votre fils, lui dire mais qu'est-ce que tu voulais dire? Assois-toi, prends une chaise, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Comme ça qu'un père normal réagit. We'll take a little break, you can send us text messages via the numbers on the screen. Vous pouvez nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Célestin N'Djamena, we're going to listen to music. Vous avez choisi Eba Lottin. Pourquoi? Oui, parce que c'est une icône de la musique africaine. Ouais.
et en particulier camerounaise. J'adore cet auteur-compositeur. Je dis bien compositeur. Il y a très peu de compositeurs aujourd'hui. Et en plus, j'ai la faiblesse de penser, Clétus, que Boileautin était un parolier. C'est-à-dire qu'il croyait à la puissance des mots. Parce que je pense que l'artiste, c'est aussi celui qui doit, comment dirais-je, faire passer quelques messages à la société. La musique a des vertus. Donc c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui c'est du bruitage, si j'ose dire. Je suis pas dans le bruitage. Je suis pour la musique qui éveille et qui réveille. C'est pour ça que j'ai le plus grand respect, et la plus grande estime pour Boileautin. It's your choice, Celestine Jamel, and when we come back, you shall be talking with Gael in the slot Intimity. Monsieur Célestin Jamel, bonsoir. Bonsoir Gaël. Il faut dire que les téléspectateurs n'ont pas eu la chance de voir ce que moi j'ai vu sur ce plateau, parce que vous avez esquissé quelque part dedans sur cette belle mélodie de Boileautin que vous affectionnez particulièrement. Particulièrement parce que pour moi c'est un grand auteur, compositeur, c'est même un poète quelque part. Et je pense que les Camerounais un peu plus jeunes devraient un peu, revenir sur le passé de leurs grands musiciens, n'est-ce pas, de leurs grandes icônes. Et je pense que Boileautin en est un. Et c'est pour ça que quand je comprends pas tout le Douala, même si mon père était un linguiste Douala, et on est tous nés ici, tous les enfants. Et donc, moi, quand j'écoute la musique de Boileautin, j'ai la chair de poule. Ça vous réveille. Voilà, ça me réveille, j'ai la chair de poule et ça me fait vibrer. Elle est plus à écouter qu'à danser d'ailleurs. Mais les deux vont ensemble aussi, c'est-à-dire qu'il a su faire l'alliage de la gaieté et de la profondeur du message, à faire passer dans son travail, dans son métier d'artiste. Voilà, on vous connaît beaucoup plus sur les plateaux de télévision comme un politicien, mais il y a ce côté caché de votre vie que beaucoup de personnes voudraient découvrir. Alors je vais vous poser quelques petites questions, pas difficiles du tout. Ah bon, j'espère que vous allez... Je suis qu'elles ne sont pas difficiles. Non, elles ne sont pas difficiles du tout. Selon vous, peut-être. Elles ne sont pas difficiles du tout, si je vous le promets. Si vous le dites. Non, ce n'est pas difficile. La première, vous avez fait la France, vous étiez en France. Pourquoi est-ce que vous décidez de retourner au Cameroun? Parce que, si vous voulez, dans la vie, il faut au moins avoir une passion. Il faut faire des choix. Et pour moi, ma passion, c'est la politique. Ouais. Vous savez, moi j'ai toujours aimé la politique depuis tout petit. Le virus de la chose publique m'avait piqué depuis le lycée. Et je crois que ça n'a jamais été démenti. Et je crois donc que c'est resté en moi, ça s'est amplifié. Et tout naturellement, en 2010, je décide de rentrer à mon pays parce que je pense que pour devenir un acteur politique, il faut que ça se passe sur le terrain. Ouais. Alors bien sûr, j'ai travaillé, je me suis un peu, bougé les méninges dans la diaspora. J'ai été très actif dans la diaspora politique. Pour ceux qui m'ont un peu suivi à l'époque, ils savent très bien ce que j'ai fait, ce que posé comme acte. Je vous rappelle, entre parenthèses, que le droit de vote des Camerounais de la diaspora, je suis l'un de ceux qui ont provoqué, n'est-ce pas, l'arrivée de ce droit. Parce qu'en vérité, je me souviens d'une rencontre que nous avions eue à l'époque avec le président Paul Biya, quand il est venu à Paris, à Dauphine, et je lui avais demandé très directement que la diaspora souhaitait
deux revendications majeures. La première, c'était la reconnaissance de la double nationalité pour tous les Camerounais qui résidaient hors du Cameroun, et ensuite le droit de vote. Il nous a promis que d'ailleurs, dans 2 ans, lors de l'élection présidentielle 2011, vous aurez le droit de vote. C'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, je suis fier de cette diaspora responsable, structurée et constructive, parce que nous manifestions certes notre mécontentement, mais derrière cela, il y avait des revendications extrêmement précises. Et d'ailleurs, je pense que à l'époque, nous étions avec l'ambassadeur de l'époque, qui était avant le jeune Bella, c'est le jeune Bella, mais avant lui, il y avait, je crois, c'est Émile Mbumbu, non pas Émile, mais un homonyme, l'ambassadeur Mbou, et puis on lui posait nos doléances, parce que nous voulions que la République avance, nous voulions que le pays évolue. Et jusqu'ici, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé tout autour de cela? Autour de quoi? De vos revendications lorsque vous étiez là-bas? Oui, je pense que bon, tout n'est pas parfait. Je pense que sur les deux revendications majeures que nous avions faites à l'époque, que je viens de citer, il y a au moins un qui a été satisfaite. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Je pense qu'il faut déjà savoir s'en réjouir. Aujourd'hui, les Camerounais vivant à l'extérieur doivent voter. Bon, nous souhaitons que ce droit s'étende même aux élections locales, parce qu'en vérité, on peut être parisien, londonien, washingtonien, et rester l'œil braqué sur les élections locales au Cameroun, parce que nous venons quand même des quartiers du Cameroun. Quand vous sortez à l'étranger, vous venez de Commando, de Mokolo, de Komkana, de Bepanda, de Bonapriso, etc. Donc vous avez des quartiers à laquelle vous attachez beaucoup d'affection. Donc quand il y a les élections locales au Cameroun, les Camerounais de l'extérieur qui scrutent ce qui se passe chaque jour au pays sont aussi intéressés de savoir quelle est la configuration politique, qu'a fait tel parti dans telle élection, dans telle région, dans telle localité, etc. Donc il faudrait que ce droit de vote ne s'arrête pas qu'à l'élection présidentielle. Ouais. Qu'elle s'étende à toutes les élections camerounaises. Alors, si on vous demandait, si on enlevait votre casquette d'homme politique et on vous demandait de vous définir en quelques phrases, comment est-ce que vous définiriez? Oui, écoutez, c'est un exercice un peu difficile parce que c'est toujours un peu égocentrique. Hein, est-ce que vous êtes un homme autoritaire? Je crois que je suis un homme qui a de l'autorité. Oui. Qui a de l'autorité, mais qui n'est pas autoritaire. Non, je ne suis pas autoritaire, mais j'ai l'autorité. Et je pense que c'est important de l'avoir, parce qu'en vérité, je pense qu'il faut parfois, sur des sujets importants, être ferme. Et le faisant, je pense que vous enseignez aussi à ceux qui sont plus jeunes que vous, à vos enfants, une manière honnête de s'affirmer dans la vie. La vie, c'est des choix à faire. Et parfois, il ne faut pas tergiverser. Il faut être droit dans ses bottes quand c'est nécessaire. Il faut être souple quand c'est nécessaire. Il ne faut pas être comme une branche sèche, n'est-ce pas, qui se casse au bout du premier vent venu. Il faut être comme un roseau qui sait se déployer, qui sait plier, mais qui ne rompt pas, n'est-ce pas? Et donc je pense qu'il faut savoir jauger les choses comme elles arrivent, et l'équilibre est important et nécessaire. Mais ce qui est important, c'est de s'affirmer, avoir de l'autorité, pas forcément être autoritaire. Voilà, vous avez fait l'Occident, vous avez beaucoup voyagé. Si je vous demandais de parler un peu du romantisme par rapport à la France que vous avez fréquentée, M. Célestin Ndiamé, qu'est-ce que vous pensez du romantisme? Vous savez, le romantisme, je l'ai appris par les variétés françaises. J'ai beaucoup aimé, Christophe Balavoine. J'ai beaucoup aimé certaines mélodies de la Piaf, Edith Piaf à l'époque. J'ai beaucoup aimé Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Donc tout ça, Sheila, toutes ces... Et là, ce sont des artistes maintenant dans le mais non, ça fait partie du romantisme français. C'est un héritage, c'est un patrimoine culturel français. J'ai été touché par ce romantisme culturel musical. Vous savez que
La France, bon, qu'on l'aime ou pas, c'est quand même un pays plein d'artistes idéalistes, romantiques. Le pays, c'est un pays qui célèbre le romantisme, l'amour, vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est quand même la France qui l'a inventé, si je veux dire. Et donc, ça fait partie aussi de l'humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le matérialisme pur et dur, il y a aussi ce côté, on va dire, un peu idéaliste, un peu utopique. Et je crois que j'ai beaucoup aimé ce côté de la culture française. Tout n'est pas à rejeter, bien entendu. Et il faut être... Et est-ce que vous l'avez adopté? Est-ce que vous êtes un homme romantique? Je suis un homme romantique, mais qui ne désapprouve pas la fermeté et l'autorité. C'est-à-dire que on peut avoir une main ferme dans un gant de velours. Et je crois qu'il faut savoir manier les deux. C'est important dans la vie parce que la vie, elle est complexe. La vie n'est pas carrée ou rectangulaire. La vie vient à vous et vous la traitez comme elle vient à vous. Comprenez? Il ne faut pas être tout le temps rigide. La rigidité ne paye pas. Il faut être objectif, réaliste surtout. C'est-à-dire que quand vous débarquez quelque part, moi j'étais au lycée à Paris et j'ai trouvé des modes de vie, des comportements des filles et des garçons qui n'avaient rien à voir. Je me suis calmé, j'ai commencé à apprendre aussi, à comprendre les réactions des uns des autres et puis voilà, je me suis adapté. Et je suis allé à l'université, j'ai fait pareil, j'étais dans l'équipe de football de mon université à Paris 2, et donc je m'adaptais et puis je m'intégrais. C'est quand on va chez les autres, ce n'est pas aux autres à s'adapter à vous. On découvre bien sûr. Voilà, mais vous devez faire l'effort de vous adapter à ceux que vous trouvez sur place. Est-ce que Célestin Djamel est marié? Je suis marié depuis 2008, ça fait combien? 12 ans? 13 ans? 13 ans. Voilà, je suis marié. Papa de beaucoup d'enfants? Papa de 3 enfants. D'accord. Dont un se trouve à Paris. Et même si celui-là, bon, j'ai des petits problèmes, mais bon, c'est pas très grave. Je suis fier de mes enfants et je crois que... Oui, mais si on vous demandait, on voudrait bien savoir, pour quelqu'un qui a vécu de l'autre côté, qui a réussi à s'acclimater, en 2 phrases, racontez-moi votre première rencontre avec votre épouse. Ça s'est passé comment? Qui a dit le premier mot? Elle est camerounaise, bien entendu. Je l'ai rencontrée au Cameroun. Ça s'est passé comment? Qui a dit le premier mot? C'était dans un SINAC? C'était dans une rue? Mais écoutez, bon, c'était lors d'un mariage d'autres grands frères. Elle était, je crois, hôtesse, qu'on appelle ça. Les filles d'honneur. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, lui qui a servi un bon petit plat, ça doit être un djamandjama londolais, je ne sais plus trop rien. Ça doit être des légumes en tout cas. Et bon, elle a servi de manière assez romantique. Et voilà, on parlait de romantisme. Et ça vous a charmé? Et puis voilà, ça fait son effet. Et puis c'est parti comme ça. Voilà. Et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, vous êtes ensemble avec 3 enfants. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi votre plat préféré? J'aime bien le couscous de manioc. J'aime bien le coquille. Et j'apprécie beaucoup le mbongo chobi. Est-ce que vous faites de la cuisine? Non, je n'en fais pas. Bon, quand j'étais étudiant, je bricolais un peu. J'avais comme tous les étudiants, les pâtes, un peu de riz, etc. Avec l'autocuiseur. Bon, ça c'est facile à faire. Avec de mauvaises sauces. Mais j'ai mangé celles des autres parce que je sais que les Camerounaises cuisinent très très bien. Et j'adore leurs mains de cuisine. Les restaurants, j'aime pas trop. Est-ce que vous adorez la cuisine camerounaise? Est-ce que vous adorez la cuisine de votre épouse? Est-ce qu'elle vous fait... Oui, elle prépare, il faut être sincère, elle prépare très très bien, donc il faut le reconnaître, pourquoi le nier. Donc, en tout cas, moi j'aime ces plats-là, vous m'avez demandé mes plats préférés, mais le couscous au manioc quand il est bien chaud. Oui, avec quelle sauce déjà? Ah bien, vous imaginez bien. Combien d'enfants vous l'avez trompé, M. Célestin Djamel? C'est pas des questions. Moi, je suis pas un trompeur, vous savez. Bon, vous allez peut-être nous dire, M. Célestin Djamel, que oui, nous sommes bantous, oui, c'est la polygamie, elle est autorisée. Mais à côté de ça, on suppose que peut-être madame, lorsque vous alliez à la mairie, elle a peut-être voulu que ce soit un régime monogamique. Donc, non, c'est pas trompé, donc je sais apprécier les autres femmes. D'accord. C'est pas forcément... Vous les appréciez comment? De manière naturelle, si j'ose dire.
Et puis à partir de là, je crois que l'épouse, c'est celle qu'on a choisie, celle avec qui on a choisi de vivre. Et puis, je crois qu'après, il y a des tentations humaines, ça peut arriver. Je ne jette pas la pierre à ceux qui ont fauté, entre guillemets, encore que c'est dans la nature humaine, parce que les femmes aussi elles peuvent tromper. C'est pas pour défendre les trompeurs, c'est simplement pour dire que, est-ce qu'on est fier de son mariage, de son couple, et peut arriver qu'on n'en soit pas fier. Dans ce cas-là, on n'est pas marié à vie. Il y a une possibilité de se mettre d'accord pour une séparation à l'amiable. Aujourd'hui, je pense que il faut être honnête dans le couple, il faut se parler, l'amour, ça peut être comme une flamme qui perd de sa vigueur, et dans ce cas-là, il faut en tirer les conséquences, tout simplement. Alors, si on vous demandait de troquer votre casquette de juriste, d'homme politique, pour un autre domaine, pour un autre métier, ce serait lequel? J'aimerais bien être footballeur. Je l'ai été d'ailleurs. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est qu'en fait, quand j'étais encore au lycée, mon frère est venu me tendre un passeport. Je ne sais pas, il a trouvé mon acte de naissance, il a fait mon passeport comme ça, tout seul, et il m'a dit, tu vas en France. Moi, j'ai rien demandé. Je suis là comme ça, parce que moi, j'avais commencé à Union Junior. Donc, j'avais quand même une envie de faire une carrière dans le championnat camerounais. Et j'étais un excellent stoppeur. Attention, je suis un grand stoppeur. Est-ce que vous regrettez ce championnat? Je regrette ce départ brutal en France, que je n'ai pas décidé du tout. Moi, je ne pensais pas du tout à ça. Lui, il vivait déjà là-bas, il est venu au pays. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez sur le grand frère, donc on doit un peu suivre que le grand frère est fait. Et puis voilà, aujourd'hui, Et d'ailleurs, en France, à la fac, j'ai continué à jouer. Nous avons été vice-champion d'Europe du championnat inter-université. D'accord. Oui, on a acquis notre titre en Pologne, je me souviens très bien. Et en Amsterdam, non, pas Amsterdam, il y avait une ville là, au niveau de la Hollande, un petit village, c'est là qu'on a battu les buts. On était quand même, voilà. Ça s'est très bien passé là-bas. Merci à M. Célestin Djamène d'avoir répondu à ces quelques questions qui n'ont d'ailleurs pas été difficiles. Je crois que vous m'avez aidé un peu, donc vous m'avez essayé de me rassurer un peu. Je crois que je m'en suis défendu pas mal. Et en tout cas, c'était une bonne approche de connaître un peu le jardin, le côté jardin, pas forcément secret, parce que tout homme doit avoir un secret quelque part, mais le côté jardin des hommes publics, c'est important qu'on sache aussi qu'on est des hommes comme les autres, qu'on est passionné par la vie publique, par la chose publique, mais nous sommes des hommes qui sont aussi dans nos foyers, dans nos quartiers, nous sommes avec des gens, on va parfois prendre une bière, c'est normal. Que ferait-on d'ailleurs? Parce que pour connaître la société, eh bien, il faut fréquenter ceux que vous aspirez un jour peut-être gouverner, je n'en sais rien. Je vous laisse en deuxième partie, alors les mots du sénateur. Merci infiniment Gaël de votre sourire et merci de cette tranche de l'émission. Merci beaucoup. On va prendre quelques messages.
Le premier message, ça vient de Kamini qui regarde l'émission depuis Yaoundé. C'est le président du MSC qui est footballeur et non vous, il marque le penalty. Monsieur Djamène, ils te traiteront de traite comme ils ont fait pour le ministre Momo qui a su faire le choix alors que vous avez trahi. Le ministre Momo est un visionnaire, je le félicite beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. Mais il parle de Momo qui parle de Momo. Moi, je suis c'est Saint-Germain. Ok. Salut à vous pour tout ce que vous faites. Je m'appelle Warren depuis Combat. J'aimerais que vous demandiez si c'est à Saint-Germain, mais tu ne réponds pas aux questions que les journalistes vous posent. Ils trouvent que vous ne répondez pas aux questions que nous vous posons ici. Et qui le MSC, pourquoi? Vu que c'est est-ce qu'on l'a chassé pour obtenir qu'il met en tête en 2000. S'il vous plaît, quand vous écrivez, lisez aussi parce que nous sommes en direct. Au Canada SMS. Bonsoir, sur le plateau, je suis Cédric Blaise Ngonjon, un admirateur du grand frère Célestin sur le plateau, mais il m'a très déçu du fait qu'il a démissionné du MSC. C'est un déçu. Ça arrive qu'on soit déçu dans la vie. Moi aussi, j'ai été beaucoup déçu par certaines personnes au sein du MRC. Christophe de Yaoundé, Célestin Djamène, c'est le Judas, il est un traître. Christophe de Yaoundé. Traître à quoi? Peut-être parce que vous êtes parti du MSC, ça doit être c'est un militant. C'est un militant du parti qui trouve que c'est peut-être un taliban, oui, certainement. C'est quoi un taliban? Bah, c'est un extrémiste. Ok, un extrémiste. Qui ne cherche pas. On trouve dans le MSC? Dans tous les partis. Ok. Bonsoir, votre invité ne fait-il pas la politique des postes et donc du ventre? Si Tété depuis Yaoundé, c'est la quintessence de son message. Ça veut dire quoi, politique du ventre? Bah, vous cherchez le poste ministériel, peut-être, la nomination. De chercher le poste vers qui? J'ai fait une demande de poste ministériel. Est-ce que vous répondez à la question? Ou vous lui posez une question? Je veux qu'ils soient un peu plus intelligents. J'ai fait une demande de poste à qui? Donc, ce téléspectateur n'est pas intelligent? Je crois que non. J'ai fait aucune demande de poste à personne. Doit-on aller aux élections quand on est sûr que les règles sont faussées? On va aux élections pour donner une chance, pour réparer ce qui est faussé. Bonsoir, Célestin. Bon, il trouve que vous n'êtes pas courtois. C'est Rodrigue depuis qui vient de Paris. Il trouve que vous n'êtes pas courtois. C'est son opinion. Ok. Alors, on prend un autre message. Bonsoir, le plateau. Monsieur Djamène, vous changez de parti tous les jours et vous critiquez les opposants. Quelle est finalement votre idéologie? Répondez. Tous les jours, ça n'a pas de sens. Comment ça, tous les jours? Bon, vous êtes parti de SDF, peut-être il a exagéré. Vous êtes parti de SDF, oui. Et vous êtes parti aussi de MSC. Pas tous les jours. Ça fait deux parties. Ça fait deux parties. Le chairman a quitté le RDPC en 88 pour le SDF. Pour la Yabina a quitté le RDPC pour le PAP. Donc, vous suivez l'exemple de Paul Ariel. Je ne suis pas le seul. Pourquoi les citer donc? Parce que peut-être que... Tout à l'heure, vous avez dit, Momo c'est Momo, Djamène c'est Djamène. Pourquoi vous ne pas rester dans cette logique? Non, parce que quand le téléspectateur réagit, il doit parler de tous les cas. Parmi lesquels, bien sûr, c'est les Saint-Germain. Parce que je peux citer Senghako, qui a quitté le RDPC en 97 pour le SDF. L'Union pour le changement. Voilà. Je peux citer Maurice Kamto, qui a servi M. Biya pendant 7 ans. Avant de démissionner, il n'a pas trahi, en tout cas à ma connaissance, non. Je peux citer le cas de Jean-Jacques Kendi, qui était parti du RDPC pour le MP, et puis retour au RDPC. Je peux citer Bernard Mouna, qui est venu, qui a quitté le SDF pour acheter le AFP. Je peux citer Kawala, qui a quitté le SDF pour, le CPP. Je peux citer... Kawala n'est pas parti du CPP pour notre formation politique. Ah ben, moi, j'ai fait deux partis. Aujourd'hui, je suis en passe de créer mon parti, ma structure, notre structure. Et donc, il faut que les téléspectateurs écoutent l'émission, réfléchissent un peu avant de réagir. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais quand on dit tous les jours, je crois qu'il a pris un verre de trop. Waouh! Ben, vous insultez carrément c'est pas une insulte. Quand ils disent que j'ai trahi, ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous perdez votre sang-froid? Vous connaissez comme quelqu'un qui garde toujours son sang-froid. Aller à ces extrêmes-là, s'adresser à un téléspectateur, c'est pas excessif? C'est vous qui le perdez. C'est pas excessif? Non, je crois que c'est vous qui le perdez. Non, c'est moi qui pose juste des questions, vous répondez. Moi, j'ai répondu aux questions. Mais quand vous dites qu'il a pris un verre de trop, il n'est pas intelligent, il n'est pas ceci. Parce qu'on ne dit pas qu'on change de parti
parti tous les jours alors que c'est archi faux, c'est pas vrai. Il se base sur quoi pour le dire? Ça n'a pas de sens. Ok. Bonsoir à toi, sénateur Pétu. Je pense que c'est Saint-Germain en double face. Il reste perplexe sans toutefois prendre le temps qu'il s'aligne au parti au pouvoir simplement. Joseph Patrick, depuis PK10. Ah, c'est la supputation, on la laisse faire. Suppute. Notre SMS, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai vu à Mandoga Mayos et la personne voudrait que Célestin Djamé lui vienne en aide. Il a été brûlé par l'huile. Je ne sais pas si ça se regarde. Je ne suis pas plasticien, je ne suis pas médecin ni chirurgien. Je peux lui conseiller un très bon chirurgien, pas très loin du quartier Nilon, et qui pourrait lui rendre service. Celestin German, did the CRM party win the 2018 presidential election polls or not? If they won, why do you think asking Biya Paul to step down from power is insurrection? And if you think they didn't win, why were you protesting? Yonsu Isaac from Yaoundé in January. On a le droit de... You were almost assassinated. Oui, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. C'est pas la première fois que vous le savez, que je le dis en tout cas. Eh bien, on a le droit de contester les élections dans un pays, c'est normal. Donald Trump, même s'il a appelé à l'insurrection aussi, mais le contester une élection, ce n'est pas interdit. Maintenant, marcher non plus, ce n'est pas interdit. Le préfet peut émettre un avis contraire, c'est vrai, mais l'appel à renverser les institutions, c'est tout à fait interdit, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a plus rien à voir avec les marches prévues par la Constitution. L'insurrection... Et le but, je vous ai posé cette question tout à l'heure, le but de cette marche de janvier, c'était de protester, oui, mais la finalité... Mais la finalité, c'est de permettre de mettre de la pression sur le pouvoir en place. C'est ça le but d'une marche. Hein, vous comprenez? Quand les gens marchent, c'est pas pour casser, c'est pas pour renverser les institutions. Est-ce que vous avez cassé en janvier 2019? Évidemment non. On n'est pas là pour... Bonsoir, le plateau, c'est Yudom de Messassi à Yaoundé. Quelles devraient être les qualités des hommes politiques selon vous? C'est Yudom qui pose cette question. L'intégrité, l'engagement total et puis la fidélité à ses convictions. Bonsoir sur le plateau Polémicus et professeur Jamel, Célestin Jamel, il vous traite de professeur, c'est Johan Fopa de Maquepé. Il vient de me dire qu'il n'est pas professeur. Juste un mot à lui dire sur la polémique de créer un nouveau parti politique qui est son parti à lui et si porter critique aux autres partis au point d'être supérieur aux autres partis. Je tiens juste à dire que les partis politiques vivent grâce aux adhérents et ses votes grâce au peuple. Donc ils prennent garde et parlent mieux de son parti sans indexer les autres. J'attends de voir en 2025 comment il sera en tête comme il prétend dire de cela, les unes nous dira et nous, le peuple, allons juger. Je trouve que excessif en disant que les petits partis, on a parlé de 309 partis. Oui. Beaucoup n'existent que sur le papier, c'est une réalité, c'est pas une insulte. Beaucoup n'existent que sur le papier. Sur les 309 partis, je crois qu'il doit y avoir 296 qui n'existent que sur le papier. Il y a 4 ou 5 qui vont régulièrement aux élections. C'est ça que j'appelle parti politique. C'est pas des petits aventuriers qui vont créer au minat des petits partis. Non, c'est pas ça la politique. On s'engage réellement. On va battre le pavé. On va faire campagne. Mais il faut avoir les moyens financiers. Oui, il faut avoir les moyens financiers. Présenter les candidats un peu partout dans le pays. Mais les moyens viendront. Tous ces mairies-là, il faut avoir beaucoup de moyens. Bien entendu, les moyens viendront. Vous savez, vous êtes prêts. Le chairman Idjomfoulé n'avait pas autant de moyens que ça. Et pourtant, les EV a été un parti très très puissant. Donc, il ne faut pas sous-estimer les gens. Ok. Bonsoir, Eric Ngandjui, depuis Bafang. Je regarde l'émission depuis Bafang. Célestin Jamel, est-ce que vous n'êtes pas une prostituée politique à la quête d'un poste à la mangeoire? Qu'est-ce qu'on appelle prostituée politique? C'est un message d'un téléspectateur. Vous pouvez choisir de répondre, ne pas envoyer la question, M. C'est un message inaudible et inintelligent. Décidément, ce soir, on a beaucoup de téléspectateurs qui ne réfléchissent pas, oui, beaucoup. Ils ne réfléchissent pas. Oui, la preuve.
puisqu'il parle de prostituée politique. Qu'est-ce qu'il entend par prostituée politique? Bonsoir le panel. Jamen quitte le SDF parce qu'il n'avait pas payé la carte du parti. Pourquoi il ne veut pas le dire en toute honnêteté? Maître Désiré depuis Bonabéry. Maître Désiré dit que vous êtes parti des SDF parce que vous n'avez pas payé votre Je connais pas carte. ce monsieur, je ne sais pas d'où il tire cette information. J'ai toujours payé mes cotisations, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Another message, Monsieur Jamen est un monsieur, n'est pas fait confiance. Il fait la politique du ventre vite. We'll take another message. Please, your questions, do not just comment. Posez des questions à M. N'Djamène. Bonsoir, M. N'Djamène. Nous ne voulons pas d'un candidat ayant fait partie du RDPC dans le passé. C'est la même chose pour Maurice Kamto. C'est Oumarou depuis le génie militaire. Voilà. J'ai pas fait partie du RDPC. Ok. S'il vous plaît, oh là là, la personne a un problème, la personne qui a dit que vous devez l'aider, qui a eu un problème de santé, certainement, peut-être à la fin de l'émission, M. N'Djamène va vous passer le numéro de cette chirurgienne. Bonsoir le plateau. Voilà, vous avez posé la même question, il est revenu, mais la personne revient avec une autre question en trouvant que vous insultez l'intelligence de tout le monde. Ben, il arrive qu'on soit défaillant sur le plan intellectuel. Je dois dire que quand on me dit je suis prostituée politique, je demande la définition du mot prostituée, c'est tout. Voilà, il faut être décent et convenable dans ses propos. Sinon, moi, je vous renvoie vos cordes. Hein. Je ne suis pas de quartier, moi. Bonsoir Célestin N'Djamène. La balle que vous avez prise, est-il vrai? Quelle balle? Il s'agit de quoi? Il y a des fausses balles, peut-être. Sur votre cuisse, c'était vrai? Il demande si c'était est-ce que vous considérez qu'un monsieur qui pose une telle question est intelligent? Bonsoir sur le plateau. J'apprécie votre honnêteté, créer votre parti et donner nous de raison d'y adhérer. On le fera beaucoup de courage à vous. Abidal depuis PK10. Il est intelligent pour vous, n'est-ce pas? Non, il me souhaite. Ok. Il souhaite que je crée un parti politique, mais c'est déjà lancé. On prend un dernier message. Bonsoir le plateau. Bonsoir le sénateur Clitus. Monsieur Célestin N'Djamène, est-ce que le MLC a gagné les élections en 2018? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Voilà. Ça sera tout ce qui concerne les messages de ce jour. On a tellement de messages qui entrent dans les deux numéros de téléphone qu'on a mis à l'antenne. You're sending a lot of messages on this program to know what's happening. So, on prend deux messages maintenant au WhatsApp. Là, c'est long. Bonsoir le panel, bonsoir à tous les fans de MTBO. Trouver sans chercher. Sam on ne peut pas lire tout ce message. Je crois qu'on va donner le message on va lui transmettre le message à M. Célestin N'Djamène, mais il trouve que c'est la même chose que vous faites. Vous êtes parti du SDF avec Ni John Fundi, après Maurice Kamto, MSC, exactement la même chose, juste parce qu'on a boycotté les élections. Est-ce que vous n'êtes pas un pion du gouvernement? Saïd Habib Sam de Makepe. Je ne suis pas parti du SDF parce qu'on a boycotté l'élection, c'est archi faux, donc il n'est même pas renseigné. Et puis je ne suis pas le seul à avoir quitté un parti politique, donc il faut quand même qu'il se renseigne. Okay, but Mr. Célestin N'Djamène, it was a pleasure having you on this program. Thank you very much, it's a pleasure for me. Last word. I hope the next time we'll remember our conversations. I hope that people must be I don't know how to say more responsible by asking some question, because we are here to give to the population the right answer. But before the right answer, we need to understand what they want to say exactly. But you can look for a way to educate them to ask questions rather than telling them not intelligent. This is my job, and this is the reason why when I put down my party, I hope in the next weeks we will have a minister decision, and I will invite some people, Cameroonians, to come and see what I propose for them, for the people, Cameroonian people, because I need that Cameroonian understand something very important. I want to make it very clear today, because I think that the future is our mission to build a new nation, a new Cameroon, and I think it's possible. Being possible means that
we need all the energies, all the forces, the strength to build this challenge. Because we now somebody used to confuse some people by saying that party is more important than nation, than Cameroon. No, it's exactly the contrary. Nation is our aims, is our goals. We want to build a big Cameroon. So we need all the children of this country to get to stay together around the good goals, and we give you the chance to have I think the new Cameroon, and we will do it. C'était un plaisir de vous avoir ici comme invité. Hein. Merci beaucoup. Ok, ben Gaël était là et celui qui a réalisé cette émission c'est Smith Aboubakar. We take the appointment for some other time on La Télévision du Monde and you are watching Polémiqueuse.